Marianne est maman de 3 enfants. Elle fait partie des familles sinistrées. L'incendie a ravagé leur maison et tout ce qu'elle contenait. Depuis le sinistre, elle s'est réfugiée chez ses parents, plus loin dans le village de Belep. Très vite, les gens se sont mobilisés pour aider Marianne et sa famille. Là, c'est la famille qui sur Belep et un peu quelques familles de la Grande Terre, surtout là dans le nord, là, vers Poum. Vu qu'on a reçu ça dimanche là sur le voyage des gosses, du linge et de la literie, des couvertures, des oreillers. On a reçu aussi la vaisselle aussi. Et hier, il y avait le postier de Belep qui nous a donné aussi des matelas. Et ça, c'est la famille, c'est les dons de la famille, quoi. Et aussi la Croix-Rouge qui avait appelé par rapport les dons que nous, on devait faire. On avait recensé à peu près les matériels qu'on avait perdus, surtout la maison et tous nos matériels, quoi. Les pompiers ont mis 5 jours pour réussir à éteindre le feu. Une opération difficile due particulièrement à l'insularité de Belep. En tout, près de 1000 hectares sont partis en fumée. Cet incendie a marqué les habitants de Belep, mais aussi la mairie qui déplore le manque de moyens de sa commune. Belep, par les problèmes d'insularité, ne permet pas qu'on intervienne de sitôt à des incendies de telle ampleur. La commune n'a pas les moyens, premièrement, pour intervenir, donc on est obligé d'assurer la sécurité civile. Ce qu'on demande, c'est que quand même qu'on équipe les communes en matière de sécurité. Ce n'est pas des camions des camions citernes pour pouvoir au moins intervenir. Je n'ai pas une caserne de pompiers comme les grandes communes. Mais toujours est-il que j'ai besoin de l'assistance des collectivités, en plus de la sécurité civile, et puis l'aide de la Calédonie, s'il le faut, pour intervenir dans des petites communes très éloignées comme la nôtre. Pour l'heure, la commune prévoit de rétablir l'eau, la communication et déblayer les lieux touchés par l'incendie. Mais elle attend tout de même une aide financière de la part des institutions. Là, je suis en train de faire le piquetage. Je prépare mon champignons. Donc tout ça, là, on avait brûlé. Ici, Sylvain a brûlé la végétation pour pouvoir planter son champ d'igname. Cette technique est appelée écobuage. Elle permet d'éliminer par le feu les broussailles qui occupent l'espace. Pour Sylvain, la plantation d'igname ne peut se faire sans le feu. On fait un champ d'igname avec le feu. S'il n'y a pas le feu, je ne sais pas, c'est comme si ça apporte de l'engrais ou je ne sais pas. C'est un système que nous avons grandi avec. L'écobuage, lorsqu'il est mal maîtrisé, peut provoquer des incendies. Dernier accident en date, l'incendie de Belep, 1000 hectares partis en fumée à cause d'un manque de vigilance. On préconise que lorsque les personnes décident de faire un écobuage, il faut le faire donc la nuit. Pourquoi la nuit? Tout simplement, c'est qu'on a déjà les températures qui sont très basses, mais aussi on n'a pas de vent. Donc toutes ces conditions-là sont réunies pour que l'écobuage se fasse dans les meilleures conditions. Toute l'année, l'usage du feu est réglementé par les communes. Quand le pays entrera dans la période dite administrative des feux de forêt, la sécurité civile renforcera leur dispositif d'intervention mis en place le 15 septembre prochain. Andrea Lux, 1m75, 18 ans, est une jeune femme originaire de Bourail. Elle est étudiante en première année de licence de droit. Issue d'une famille de 2 enfants, elle est l'aînée de sa famille. Les séances de shooting ne sont pas nouveaux pour elle. À ses heures perdues, elle et sa jeune sœur de 8 ans aimaient déjà à se prendre en photo en faisant la pause. Gagner ces élections est pour elle un rêve d'enfant qui se réalise. Oui, pour moi, c'était un rêve, j'avais vraiment envie de le réaliser. Depuis petite, je regardais les élections et en fait, je me suis dit que j'irais jamais parce que je ne serais pas assez courageuse. Et au final, au fil des années, j'ai pris un peu de confiance en moi et je me suis dit que si c'était pas maintenant, ça serait jamais. Et de pouvoir, je pense, représenter son pays, c'est une chance énorme.
Andrea s'envolera bientôt en France représenter le Caillou au mois de décembre. Andrea, tu es originaire de Bourail, je suppose qu'il y avait derrière toi ce soir-là un gros comité de soutien. Oui, c'est vrai que ma famille et mes amis, donc que ce soit de Bourail ou de Nouméa, étaient là ce soir-là, que ce soit dans l'arène ou derrière la télé. Alors Bourail, ça représente quoi pour toi comme commune, comme tu disais que tu étais originaire de là-bas? Alors en fait, je suis née à Nouméa, mais ma famille vit à Bourail depuis plus de 6 générations. Et ma grand-mère avait une maison là-bas, donc je passais mes vacances et mes week-ends avec elle, voilà, à Bourail. Bon, j'ai justement avec moi quelques photos que j'aimerais que tu nous commentes, que tu nous partages. Des photos quand tu étais bébé, puis d'autres un peu plus récentes. Celle-là par exemple. Alors celle-ci, je venais de naître. Je vais avoir 2 ou 3 jours et donc je suis en train de dormir dans les bras de mon papa. Oui, alors celle-ci, j'étais à Moindou avec mes parents en week-end. J'étais toute petite, je devais avoir 1 an à peu près. Celle-ci, c'était à Noël et c'était au moment d'ouvrir les cadeaux. C'est mon père qui m'a pris, je crois. Ça va être un sacré cadeau parce que c'est un sacré sourire que tu nous as sorti. Là, tu es un peu plus grande. Oui, là, c'était chez moi, voilà, avec ma sœur, on faisait des photos pour s'amuser. C'est là aussi. Oui, ça, c'était avec des copines. Et Andrea, s'il y avait un souvenir d'enfance qui te revient dans la tête, le premier souvenir qui te revient par rapport à Bourail, par rapport au pays, ça serait quoi? Alors, ça serait les nombreuses après-midi que j'ai passées avec ma grand-mère à cuisiner chez elle. Donc voilà, on faisait des gâteaux, des pâtisseries et une fois que c'était l'heure du goûter, on s'installait sur sa terrasse, on discutait, on mangeait, on jouait et ensuite on allait se promener sur la plage à la Roche-Percée et on regardait le coucher de soleil. Quand tu seras à l'étranger, quand tu seras hors du territoire, quelle image, quel aspect, en fait, qu'est-ce que tu voudrais partager aux personnes que tu vas rencontrer du pays? Alors je pense que je leur dirais en premier que c'est un pays qui est quand même assez isolé et on a de la chance. Les gens ils sont plutôt accueillants, c'est un pays chaleureux. C'est vrai qu'il fait bon de vivre ici en Nouvelle-Calédonie, on est assez à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde. Et voilà, on est plutôt tranquille sur notre petite île. Il est 10h06. Aujourd'hui, afin de voir qui porte et qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, j'ai décidé d'installer ma caméra ici, à l'entrée nord de Koné, non loin du dépotoir. Après 2 minutes 30 d'attente, on voit déjà un transporteur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. Et 15 minutes plus tard, rebelote. Sur 92 véhicules observés, 16 automobilistes ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Donc en 1 heure, 17% des automobilistes ne portent pas leur ceinture de sécurité. Sur la même durée, parmi ces véhicules, 7 camions, dont 3 de leurs conducteurs n'avaient pas leur ceinture de sécurité, soit 43% des poids lourds observés. « 24 mai 2015, le Calédonien Cédric Do, ici en short bleu, affronte Kevin Yapo. Nous sommes en demi-finale des moins de 71 kg dans la ville d'Épinal, située en Lorraine. Licencié au club de Strasbourg Thai Boxing, Cédric Do tient sa qualification pour la finale et conservera son titre de champion du monde chez les amateurs. Actuellement au pays pour les vacances, il s'envole samedi pour la France avant de rejoindre la Thaïlande pour préparer son premier combat professionnel. Quelqu'un qui veut partir en boxe anglaise, il ira forcément aux États-Unis ou dans des pays où la boxe anglaise comme Cuba, où il n'y a que ça, les gens vivent pour ça. Donc la Thaïlande, la boxe thaï, voilà, c'est le sport national en Thaïlande. Il y a du monde pour s'entraîner, il y a des camps d'entraînement. C'est vraiment le pays de la boxe thaï. Le 19 septembre prochain, même si son adversaire n'est pas encore connu, Cédric Do disputera son premier combat professionnel. C'est à l'hôpital Westmead Hospital. Et ça lui a fait du bien de nous revoir encore.
Là, on lui a fait une surprise. Il ne savait pas qu'il n'était pas au courant qu'on allait arriver. Isidore Taouféfénois et sa femme ont 4 enfants. Il y a presque 2 ans, la famille de Lafoy apprend que le fils cadet âgé de 10 ans est touché par une très rare maladie qui atteint son système de défense immunitaire. En moins d'1 semaine, le garçon doit être évacué sur l'Australie. Son papa l'accompagne. Le premier mois, j'ai pris mon congé et j'avais qu'un seul mois. Après, j'ai pris du congé sans solde. On est resté près de 11 mois en Australie. Après le retour, il fallait que j'ai du congé pour le ramener à Sydney pour ses contrôles. Et j'en avais pas beaucoup. Du coup, j'ai pris le peu que j'avais. Et la direction m'a convoqué à DICOS, l'espace surveillance. Et ils m'ont remis une lettre que j'ai bénéficié de 62 jours de congé. Et c'était un don de tous mes collègues de l'aéroport, de la sûreté aéroportuaire de Tontouta. Sans en informer ce papa dans le besoin, les collègues de M. Taouféfénois entreprennent une démarche solidaire. On a rencontré les salariés pour justement voir s'ils pouvaient donner des jours de congé en solidarité par rapport au père de famille qui était en souffrance par rapport à la maladie de son fils. Donc tout en sachant très bien qu'au niveau de la direction, il n'avait pas l'obligation d'autoriser ces jours de congé. Il s'avère aujourd'hui que rien jusqu'à hier n'était défini dans ce cadre-là au niveau réglementaire. Et à partir du moment où rien n'était défini ou rien ne précisait un cadre quelconque, je n'ai eu aucune ambiguïté par rapport à l'aide qui pouvait être apportée et la démarche à mettre en place pour l'aider dans ce sens. Ma collègue avait vu que j'avais pas beaucoup de congés et elle a fait de son côté à elle. Et je tiens à remercier tous mes collègues de l'aéroport. Grâce à cette démarche, jusqu'hier non légiférée, M. Taouféfénois peut encore aujourd'hui accompagner son fils lors de ses contrôles en Australie ou bien rester auprès des autres frères et sœurs lorsque c'est la maman qui l'accompagne. Implanté sur nos villes depuis le 5 septembre 2015, le Sénat a été créé par l'accord de Nouméa en 1998. Organe consultatif, il se présente comme étant le porte-parole de la coutume, gardien et défenseur des valeurs de la culture kanak. Il est obligatoirement consulté par le Congrès lorsque sont prises des décisions qui concernent la société kanak, comme les signes identitaires, le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et les modalités d'élection au Sénat et au Conseil coutumier. Il détient le pouvoir de contre-proposition, mais le dernier mot est dans tous les cas réservé au Congrès. C'est au sein de 25 instances et établissements publics que le Sénat est représenté. Il peut aussi donner son avis sur les projets du gouvernement, du Congrès, des assemblées de province ou du haut-commissaire. Les 16 sénateurs, autrement dit 2 pour chacune des 8 terres coutumières, sont désignés par leur conseil coutumier pour une durée de 5 ans. Le président et son bureau sont nommés par consensus par les membres du Sénat pour une durée de 1 an. Bonjour Monsieur Théa, vous êtes donc le président du Sénat coutumier depuis le 4 septembre 2015. Là, votre mandat va prendre fin d'ici jeudi 25 août. Alors, quel est votre bilan? On a bien travaillé. On a travaillé depuis le mois de février jusque-là. Les représentations à l'extérieur, sur le point de vue de la com, la communication, les représentants, les participations dans les conseils d'administration, en CES. C'est bien, on a été représenté l'institution et le pays kanak à l'extérieur, en France, au Vanuatu, aux îles Cook. C'était un bilan positif. Mais voilà, je m'interroge par exemple sur le poids du Sénat coutumier. Est-ce que vous êtes entendu par vos partenaires dans l'exercice de vos fonctions? Oui, on se respecte avec les autres partenaires et on se respecte dans les règles de l'art. Parce que il y a des protocoles entre nous. La bonne volonté, elle est là. Mais ce qui nous divise,
c'est les méthodes d'approche. C'est une histoire de méthode. Parce que ici, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est dès que l'on propose des chemins qui sortent des sentiers battus, ah non, plus personne ne nous suit. Nous proposons à chaque fois quelque chose, des toutes petites choses, mais à chaque fois on a l'impression qu'on n'est pas suivi, on n'est pas compris, parce que on est habitué. Dans un pays, c'est ceux qui doivent prendre les décisions, c'est la politique. Ça va de soi. Voici les premières images de 913 Street, une web-série créée par de jeunes lycéens réunis dans un collectif appelé CV Up. Mais pour pouvoir être réalisés entièrement, ils ont besoin de financement et ils se sont tout de suite tournés vers le financement participatif. On se rendait compte que c'était très difficile d'avoir des aides de l'État et du gouvernement. Donc d'un coup on s'est dit que vu qu'on avait pas mal de gens qui nous suivaient sur Facebook et pas mal de gens qui étaient fans de nous, on s'est tout de suite dit pourquoi pas essayer carrément de demander à nos fans de nous aider. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Le principe est simple, les internautes donnent la somme qu'ils souhaitent et en fonction de cette somme, ils reçoivent un cadeau en échange. Un système de financement simple et accessible à tous. Il a juste suffi de s'inscrire sur le site et puis tout de suite après, on nous a juste validé notre financement et on a pu directement lancer la campagne parce que ça allait beaucoup plus vite que demander un prêt qui en plus doit être remboursé derrière. Enfin, c'était beaucoup plus facile et rapide de faire ça comme ça. Il reste 33 jours à nos jeunes réalisateurs pour récolter la somme de 700 000 francs et ainsi pouvoir réaliser la première saison de 913 Street. Bonjour et bienvenue à la distillerie du Soleil. C'est ici que dans 2 semaines, les premières bouteilles de rhum vont être produites. Faire un rhum haut de gamme de Nouvelle-Calédonie, c'est le credo de Philippe. Pour cela, il dispose d'un alambic spécial. Voilà l'objet magnifique qui nous servira à faire ce rhum. C'est un alambic fabriqué complètement artisanalement, la Rolls-Royce au niveau mondial en termes d'alambic. La production sera vendue dans les magasins du pays, mais elle sera aussi exportée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont déjà été prospectés. Pour Pierre, c'est un rêve devenu réalité. J'ai grandi dans le nord de la France, donc avec les vieux dans le village, c'était la distillation dans les caves de la poire, de la mirabelle et d'autres fruits particulièrement agréables. Et je trouvais dommage en Calédonie de voir que personne ne faisait d'alcool, un bon alcool qui permettrait de représenter la Calédonie et de la faire connaître un peu dans le monde entier. Donc j'ai décidé de m'y mettre. Ça fait déjà plusieurs années que j'en fais à titre personnel et j'ai décidé de passer à un niveau supérieur et de développer un projet industriel qui permettrait de sortir un rhum, le premier rhum calédonien. La distillerie aura coûté 100 millions de nos francs. Elle a été financée à hauteur de 75% par Philippe. Le reste de la somme a été emprunté auprès du crowdfunding. Pour tout emprunt, il faut tout calculer avant, voir après quelle est notre capacité de remboursement et être capable d'assumer cette capacité de remboursement. D'où l'importance avant de tout calculer et de bien cerner tout le problème. La distillerie produira 600 bouteilles de 70 centilitres par jour à 3 000 francs l'unité. Vous cassez 4, ça suffira pour la petite recette. Nous sommes chez Emilienne à la tribu de Mère. Ici, elle casse les feuilles de taro d'eau pour cuisiner son plat. Moi, je fais avec n'importe quel taro. Voilà. Donc ensuite, les feuilles de taro déchirées, elle va les mettre dans la marmite. Et la marmite, là-bas, au feu de bois. Et là, je rajoute les feuilles de taro. Là, elle va rajouter les feuilles de taro qu'elle a déchirées tout à l'heure. Et elle tourne. Oui. Et bien, je vais mettre 1 heure pour faire cuire, c'est pour faire du coup le jus des feuilles, comme ça.
Voilà, 1 heure après. Donc voilà, après 1 heure de cuisson. Les feuilles de taraudot peuvent être servies en accompagnement. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la tribu de Mère, Nice a déjà râpé le coco, l'ingrédient principal de son plat. Ah ouais, comme ces autres recettes, elle a voulu montrer les recettes qu'elle a gardées en mémoire pour que nous, les jeunes, là, on voit ce que mangeaient avant nos grands-mères. Voilà. Voilà. Une demi-heure après, le plat de Nice est prêt à la dégustation. Le morceau de mulet. 2 plats traditionnels que l'on retrouvera ce week-end à la fête de la plante.